Ok, on continue sur nos histoires de multinomial. Après avoir fait le tableau de comptage simple, on avait une variable qui prenait plusieurs modalités. On va faire un tableau de contingence où on va avoir deux variables catégorielles et on va regarder des problèmes de modalités jointes. Donc, on va être vraiment sur des tris croisés et on va arriver sur un test d'indépendance. Donc, enfin, un test d'indépendance. Ok, donc je bascule sur mes slides. Yes. Ok. Alors, donc la terminologie, c'est à peu près la même, hein, sauf qu'au lieu de parler de tableau de comptage, on est sur un tableau de contingence. Donc cette fois-ci, j'ai deux variables, x et y, qui prennent des modalités x1, xi, xi, xj. Okay, donc respectivement deux variables catégorielles, x et j, x et y. Donc si jamais je veux les mettre dans un tableau, x, y, on va avoir ici grand I valeur possible en x et grand J valeur en Y. Donc, toutes les données tiendront dans un petit tableau, donc une matrice, formellement, de taille I fois J. Okay, je n'irai pas beaucoup plus loin sur les matrices, on ne va pas faire de calcul matriciel, c'est juste que je stocke mes données dans une matrice. OK. Donc, cette fois-ci, on va avoir un indice supplémentaire. Donc, tout d'un coup, je vais avoir du NIJ. Donc, NIJ, c'est ce que j'aurai dans ma base. Okay, où j'avais mon X qui peut prendre des modalités. Je vais résumer tout simplement en I et J. Donc, Y et X. Okay, donc, quand je me place en un certain point IJ, okay, je vais récupérer ce NIJ. Donc, ligne I, colonne J, c'est le nombre d'observations à la fois de type J, de type I en X et de type J en Y. Et donc, c'est ce que je raconte ici. NIJ, c'est le nombre d'individus dont les modalités croisées sont XI, YJ. Okay, donc, c'est ce que je vais appeler un tableau de contingence. On parle aussi de tri croisé, dans le sens où je vais compter les croisements entre les deux. Donc, je reprends par exemple ma base de couleur des yeux, couleur des cheveux. Je reste uniquement sur les femmes et je vais récupérer ce petit tableau de comptage dans lequel j'ai en X la couleur des cheveux et en Y la couleur des yeux. Okay, donc, je me retrouve avec un tableau 4-4 puisque j'ai 4 couleurs pour les cheveux. C'est les 4 dont on parlait dans les slides précédents. Donc, on avait noir, brun, roux et blanc. Okay, et pour la couleur des yeux, j'ai alors comment on va appeler ça, un noir, bleu, noisette et vert. Okay, et donc, je récupère cette petite matrice, cette fois-ci, donc qui n'est plus une matrice, qui n'est plus un vecteur de comptage, qui devient tout d'un coup une matrice de comptage, puisque j'ai dedans des NIJ. Donc, par exemple, cette valeur-là, c'est la valeur croisée. Combien de personnes sont rousses aux yeux noisettes? D'accord, donc c'est mon NIJ. Donc, on a à la fois les modalités XI et YJ en même temps. D'accord, donc je compte globalement. Et si vous réfléchissez 2 minutes, c'est la même chose que ce qu'on faisait auparavant, c'est juste qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus grand, puisqu'au lieu d'avoir un vecteur de taille 4, j'ai un vecteur de taille 16, en fait, que je vais découper en 4, qui va me donner en 4 colonnes, ce qui va me donner cette matrice. OK. Donc, j'ai juste besoin d'aller un tout petit peu plus loin en termes de notation, parce que tout à l'heure, j'avais en gros juste mes N1, NJ. Quand je les sommais, ça me donnait N. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que je me retrouve en dimension 2. Okay, donc, j'ai cette matrice fondamentalement dans laquelle j'avais mes NIJ. Et là, je peux faire des sommes je peux faire toutes sortes de sommes. Je peux sommer globalement. Donc, globalement, j'ai toujours N observations. Okay, donc, ça, on ne va pas changer. J'ai toujours mes N individus. C'est juste que tout à l'heure, j'avais donc c'est mes N femmes que j'ai dans ma base. Okay, mais tout à l'heure, je m'intéressais juste à la couleur des cheveux. Okay. Là, je vais m'intéresser aussi à la couleur des yeux. Donc, je vais en fait avoir des sommes qui peuvent être faites dans deux directions. Okay, donc, je vais avoir des sommes que je peux faire sur chacune des lignes. Mais ça, en fait, c'est des choses qu'on avait vues tout à l'heure. C'est que quand je somme ce qui se passe sur la ligne I, je m'interroge sur quel est le nombre de personnes qui sont de type I. Et comme je vous rappelle, en X, on a mis la couleur des cheveux, en fait, on retombe sur cette somme-là. D'accord, donc, en fait, je vais récupérer ici, puisque ma ligne 1, c'était brown, la dernière ligne, c'était blonde.
Okay, je récupère le nombre de blonds, de filles blondes dans mes données quand je vais sommer sur toute la dernière ligne. Okay, mais je peux faire la même chose en colonne. Je peux sommer cette colonne-là, et là, je vous rappelle, je ne sais plus, je crois que c'était les yeux de noisette. Donc, par exemple, ici, quand je vais sommer, je vais récupérer les sommes noisettes. Et donc, ça nous donne en fait ces deux vecteurs-là, qui sont deux vecteurs un petit peu particuliers, auxquels on va donner des noms un peu spécifiques. Il y aura les ani-points, donc ça va correspondre à la somme sur chacune des lignes. Okay, donc, je regarde sur la ligne I combien est-ce que j'ai eu d'observations. Donc, ça veut dire en gros combien de personnes sont rousses. Okay, et je peux faire pareil pour mes colonnes. Je vais appeler ça n.j. Donc, en fait, je vais utiliser une notation de points pour dire je somme sur tous les indices où j'ai mis un point. Okay, donc, ni points, c'est la somme de tous les nij. Je somme sur j. Les n.j, je somme sur tous les i des nij. Okay, donc, cette fois-ci, je récupère ma colonne. Okay, donc, on a ces deux sommes un peu particulières qui sont en fait les sommes sur lesquelles on travaillait auparavant. Okay, donc, ça va être ce qu'on va appeler les effets marginaux. Donc, ils vont me donner les fréquences, non pas croisées, mais de chacune des variables catégorielles. Donc, ici, je récupère ma variable en y en faisant, c'est la fonction uplice, where je ne vais pas passer trop de temps, mais voilà, je somme sur la modalité numéro 2, donc ça me donne mes x. Ici, je somme en 1 et en y, et là, ça me donne mon x. Okay, donc, de la même manière, je peux récupérer une fréquence. Okay, tout simplement parce qu'on va s'intéresser par la suite à la probabilité pour qu'un x soit de type xi, y soit de type yj, le virgule ici signifiant et. Okay, donc, la probabilité d'être à la fois de type i et de type j. D'accord? Donc ça va être une certaine probabilité PIJ. Okay, et cette probabilité, je peux l'approcher par la fréquence empirique. Donc c'est exactement ce qui est fait ici, où j'ai ma probabilité de type I et de type J, je le récupère dans ce tableau-là, tout simplement en disant je vais prendre ma matrice N, dans laquelle j'avais tous mes comptages, donc c'est cette matrice-là, et la valeur qui se trouvait ici, ce NIJ, je vais le diviser par N. N étant le nombre total d'observations. D'accord, donc c'est vraiment ce qui est fait ici, où vous récupérez un vecteur de probabilité en dimension 2, dans le sens où quand vous sommez absolument toutes ces probabilités, vous allez récupérer 1. Okay, donc c'est la somme sur I et J des PIJ qui est égale à 1. D'accord, donc je vais vraiment m'intéresser aux probabilités jointes. Quelle est la probabilité d'être à la fois une personne rousse avec des cheveux noisettes? C'est 2,2%. Essentiellement parce qu'il y a 2% des personnes dans mes données qui sont à la fois rousses et avec des yeux noisettes. Okay, donc ici, je récupère mes fréquences FIJ. Okay, donc c'est juste la version normalisée de ma proportion de mes nombres. Okay, donc on est vraiment en probabilité. Alors je peux m'amuser à regarder mes probabilités marginales. Okay, tout simplement en sommant de manière. Donc ça, c'est des choses assez classiques, encore une fois, en statistique descriptive, où on va sommer par ligne ou par colonne. Donc, par exemple, ici, je peux récupérer mes probabilités conditionnelles. Donc, par exemple, la probabilité, la couleur des yeux en fonction de la couleur des yeux. Donc, ici, je suis sur la loi de probabilité pour que les yeux soient de la couleur YJ, conditionnellement au fait que les cheveux soient d'une certaine couleur XI. Donc, on est vraiment sur un PJ conditionnellement à I. Donc ça va être la première qu'on va calculer. Dans le sens où, par exemple, pour les blonds, si jamais je me restreins aux personnes blondes dans mes données, dans ces cas-là, j'ai très exactement 5,5% de personnes qui ont les yeux noirs, 74% des personnes qui ont les yeux bleus. Okay. Donc on voit que ces probabilités conditionnelles dépendent fortement de I. Donc ça veut sûrement dire que les données ne sont pas du tout indépendantes. Et je peux les observer sur ce tableau-là, qui sont des tableaux de fréquences pour lesquels je vais mettre des couleurs différentes. Donc, en l'occurrence, les couleurs correspondent aux couleurs des yeux. Donc, de manière assez magique, en fait, les couleurs correspondent aux bonnes couleurs. Donc, les yeux bleus sont bleus. Okay, et donc, on voit apparaître des catégories pour lesquelles les probabilités conditionnelles sont assez différentes. Donc, effectivement, la probabilité conditionnelle d'avoir les yeux bleus quand vous avez les cheveux blonds ou noirs ne sont pas du tout les mêmes. Okay,
Dans un cas, on est à 74%, dans l'autre cas, on est à 18%. Okay. Donc, on voit apparaître ces probabilités conditionnelles PJ sachant I. Ici, c'est le contraire. Pas le contraire, c'est l'inverse. C'est le P, I sachant J. Si je m'intéresse aux personnes qui ont les yeux bleus, quelles sont les probabilités, quelles sont les proportions qu'on a pour les couleurs des cheveux? Dans ces cas-là, ce qu'on peut voir, c'est que 39% des personnes qui ont les yeux bleus ont les cheveux bruns. 43% ont les cheveux blancs. Donc, ça va nous donner cette lecture-là. Donc, cette fois-ci, mes couleurs sont liées à la couleur des cheveux. Donc, les blonds, on voit qu'ils sont relativement présents dans cette catégorie-là. Ils n'étaient pas du tout présents dans la catégorie pour les personnes qui ont les yeux noirs. Les personnes aux yeux noirs ont très rarement les cheveux blancs. D'accord? Donc, on voit qu'on a ces deux notions. Donc, c'est PIJ, c'est PI sachant J et c'est PJ sachant I. PJ sachant I, qu'on peut calculer assez facilement. C'est juste qu'on va faire des sommes par ligne ou par colonne pour essayer de normaliser ça. D'accord? Mais c'est vraiment une interprétation très simple. C'est juste quelles sont les distributions conditionnellement soit la variable X, soit la variable Y. Alors, on va arriver à la thèse d'indépendance, parce que j'en parle un tout petit peu, là, on est en train de dire, ça ne ressemble pas à quelque chose d'indépendant, puisque si jamais je change mon conditionnement, ça change. Je vous rappelle que l'indépendance, alors la définition que j'avais donnée de l'indépendance, c'est de dire, on est indépendant si la probabilité jointe correspond au produit des probabilités. Donc ça, c'est la définition qu'on avait adoptée. On en avait vu une autre qui était basée sur la formule de base, qui consiste à dire la probabilité de X sachant Y doit être indépendante de la probabilité de Y. Et donc, si effectivement la couleur des yeux et la couleur des cheveux étaient indépendantes, si je regarde la couleur des cheveux conditionnellement à la couleur des yeux, ça doit être toujours la même chose. Donc, peu importe que vous soyez blond ou enfin que vous ayez les yeux bleus ou les yeux noisettes, la couleur des cheveux doit avoir la même proportion. C'est ça que ça nous dit. Donc, c'était pour ça que j'intuitais qu'on ne devrait pas être indépendant. Mais revenons sur la définition de base de l'indépendance, c'est de dire la probabilité jointe doit correspondre au produit des probabilités. Le problème, c'est que je connais. Alors, celle de gauche, je peux l'approcher. C'est que l'approximation de cette probabilité-là, c'est sa fréquence empirique. Donc, la version empirique de la proportion, la probabilité d'être de type I et J, c'est la proportion des personnes de type, la proportion des données qui sont de type I et J. Donc, c'est ce FIJ qu'on avait obtenu auparavant ou c'est ce NIJ sur N. Et puis, ça, c'est la même chose. Maintenant, on peut regarder les deux autres. On avait les probabilités marginales. Pour ça, on va utiliser les fréquences marginales qu'on avait obtenues. La probabilité d'être de type I, c'est quoi? C'est la fréquence qu'on a quand on va sommer en fait sur chacune des lignes. Donc, je vais me placer ici sur la ligne I, par exemple, et je vais regarder quel est le nombre d'observations de type I. Donc, on revient sur les probabilités qu'on avait obtenues auparavant. Donc là, je suis vraiment revenu sur mon tableau de contingence initiale. Je m'intéresse à une seule des variables, la couleur des cheveux, et je regarde la probabilité, les fréquences observées dans chacune des classes. Donc, ça va correspondre à mes PI points. Et de manière duale, si je regarde les probabilités de type J sur la variable Y, je vais récupérer mes P points J. Donc, si jamais j'essaye de regarder la version empirique de cette égalité, ce que ça veut dire, c'est qu'a priori, NIJ sur N, ça devrait être à peu près égal à NI point sur N, N point J sur N. On a la thèse d'indépendance. La thèse d'indépendance, on n'a pas encore la statistique, mais enfin, on peut vaguement l'intuiter. Elle va être basée sur une espèce de distance entre ce que j'ai à gauche, qui est ma fréquence empirique croisée, et ce que je devrais avoir si jamais mes données étaient indépendantes. Et c'est ça qu'on va utiliser par la suite, puisqu'en gros, la partie de gauche va me donner ma probabilité empirique et ma partie de droite va me donner ma probabilité théorique sous hypothèse d'indépendance. Donc, c'est exactement ce que je raconte dans ce petit tableau. Donc, si jamais j'ai une indépendance empirique entre mes données, entre mes variables X et Y, entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux, alors je devrais avoir des données qui sont ce que j'appelle empiriquement indépendantes, ce que j'ai noté vecteur X indépendant de vecteur Y, si le produit de mes deux probabilités marginales que j'avais auparavant, N point J divisé par N chacun, donc ce produit-là correspond à ma fréquence croisée. Donc
Mon hypothèse d'indépendance s'écrit tout simplement sous cette forme-là. Pour tout i, pour tout j, on doit avoir cette chose. Alors, cette grandeur-là, à droite, donc, alors, à peu de choses près, ils ont plutôt cette probabilité-là. Donc, ici, on est vraiment sur une probabilité. C'est ce que je vais noter, PIJ indépendant. Okay. Alors, je mets juste orthogonal, mais c'est juste pour simplifier les notations. C'est ce que j'aurais sous hypothèse d'indépendance. Okay. Et donc, le test qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement, est-ce que P, la probabilité empirique que j'ai dans mon tableau de contingence correspond à ce que j'aurais si jamais on était indépendant. Et donc, on revient sur notre test de loi multinomiale, et donc c'est tout simple, c'est un test du qui 2. D'accord? Donc, le test, il va s'écrire de la manière suivante. Comment je fais pour tester si jamais une variable x une variable x catégorielle est indépendante d'une variable y catégorielle? Par exemple, est-ce que la couleur des cheveux est indépendante de la couleur des yeux? On va faire un test du qui 2, tout simplement, sous hypothèse d'indépendance. Donc, on se demande, est-ce que les données sont indépendantes? Si jamais elles étaient indépendantes, on l'a vu, cette probabilité-là devrait être quasiment égale à celle-là. Donc, la fréquence observée dans la catégorie I et J conjointement devrait être ce que j'aurais sous hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire le produit de la probabilité en X fois la probabilité en Y. Okay, donc, je multiplie ça. Cette probabilité-là, c'est un proxy de celle-là. Je multiplie par n pour travailler en fréquence. Encore une fois, on travaille sur des fréquences quand on fait un test du qui 2. Et donc, je regarde la différence des carrés divisée par la probabilité empirique. On est vraiment sur l'écriture standard de notre test qui était, je fais la somme sur toutes les valeurs possibles de ce que j'observe moins ce que j'espère. Je prends le carré et je divise par ce que j'espère. Voilà, c'est exactement ça qu'on utilise. C'est juste que cette fois-ci, je suis plus sur un vecteur qui prend grand J valeur, je suis sur un tableau croisé qui prenait I fois J valeur. Okay. Donc, on fait cette somme qui est un peu plus grosse. Donc, on va sommer sur toutes les valeurs de mon tableau, donc sur les 16 valeurs de mon tableau quand j'étais sur un tableau 4x4. Okay. Sinon, je suis sur du I fois J valeur. Okay. Donc, on récupère ça. Et voilà, on retrouve notre statistique de test. Maintenant, qu'est-ce que suit cette statistique de test si effectivement on est indépendant? Alors là, il y a une toute petite astuce, c'est que ça suit une loi du qui 2. C'est pas exactement à IJ degré de liberté, mais à I-1 fois J-1. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Essentiellement parce qu'on a des contraintes. Okay. Essentiellement, les contraintes doivent être que si jamais je regarde les PIJ qu'on a, les PI points et les P.J, on sait que ces choses-là sont à 1. Donc, on va récupérer un certain nombre de contraintes qui font que on a des contraintes qui sont obligatoirement vérifiées dans ce modèle-là. Et je reviendrai un petit peu sur ces histoires de perte de degré de liberté. Okay. Mais c'est lié essentiellement aux contraintes qu'on impose dans notre modèle. Mais bon, peu importe, on a une loi du qui 2 avec un certain nombre de degrés de liberté. Dans ces cas-là, on retombe toujours sur la même chose, qui est, je regarde ma distribution. Si jamais je dépasse un quantile de niveau 1 moins alpha, dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse H0, qui est mon hypothèse d'indépendance. Donc, je vais regarder la valeur de cette statistique de test. Si jamais elle dépasse le quantile de niveau 95%, je vais rejeter mon hypothèse d'indépendance. OK. Donc là, on peut faire un peu la même chose. On peut revenir sur notre écriture avec des grandeurs à l'intérieur. On peut revenir sur le nombre de choses, le nombre d'observations observées moins le nombre espéré sous hypothèse d'indépendance. Okay. Je vais le normaliser par la racine carrée du nombre espéré, en fait. Et si jamais on est indépendant, on devrait avoir des lois N0. Okay. Et ce qu'on avait vu, c'était la loi du qui 2, c'est écrit comme des sommes de. La statistique du qui 2, c'est écrit comme des sommes de loi normale N01 au carré. Et ces choses-là sont intéressantes. C'était nos résidus qui étaient évoqués auparavant. Je reviendrai sur la terminologie de résidus dans 2 sections, puisque on fera les modèles linéaires. On parlera un petit peu de ces résidus dans un modèle, mais c'est une différence. Okay. Cette chose-là, c'était nos résidus, ce qui s'appelait résidus de personne dans ma fonction VCD. Okay. Ma contribution au qui 2 va me permettre de comprendre pourquoi est-ce que si jamais je n'ai pas supposons que Q soit plus grand que mon quantile, c'est sûrement que j'ai des valeurs epsilon qui étaient trop grandes, et donc ça permet de voir quelles sont les valeurs qui font qu'on perd l'hypothèse d'indépendance. Essentiellement parce que je vais avoir trop de variables qui sont regroupées ensemble et trop qui sont, au contraire, qui vont s'opposer. Donc, par exemple, il y a peut-être des couleurs d'yeux et des couleurs de cheveux qui vont s'attirer et donc qui vont se repousser. Okay, essentiellement parce qu'il faut que tout ça s'additionne. Donc, je peux le faire justement sur mes histoires de couleur des yeux et couleur des cheveux. Alors, cette fois-ci, je ne raisonne plus sur les garçons et les filles. Je vais sommer tout le monde. Donc, je prends les garçons et les filles. Donc, N, c'est le nombre total
de personnes qui ont une certaine couleur de cheveux et une certaine couleur d'yeux. Et donc, j'avais mes 4 modalités pour chacun. Et donc, je regarde, est-ce que les données qui sont là-dedans, est-ce que les N et J correspondent ou pas à l'hypothèse d'indépendance. L'hypothèse d'indépendance, c'est que cette chose-là, ce sera du N PI point observé, P point J observé. Okay, donc, est-ce qu'on a égalité ici entre ces deux grandeurs-là, entre la valeur observée et ce que je devrais avoir sous hypothèse d'indépendance? Donc, je fais un test du Ki2 qui teste. Ce qu'on voit, c'est que les degrés de liberté, c'est 9. Okay, donc, on est bien sur du 4-1, 4-1. Okay, donc, on est bien sur du 3 x 3. Et la p-value, elle est à 10-16. Donc, visiblement, largement, on rejette notre hypothèse d'indépendance. Alors, pourquoi ça? On peut regarder nos statistiques observées. Donc, ici, j'ai mon tableau de contingence. Ici, j'ai mis NJ. Donc, on est vraiment sur les données observées. Okay, donc, c'est cette matrice N qui est tout simplement la statistique des données observées dans ma base. Qu'est-ce qui se passerait sous hypothèse d'indépendance? C'est ce qu'on récupère dans les données expected. Donc, elle est observe, elle est expected. Donc, ici, comment je récupère la valeur, par exemple, la valeur qui se trouve là, 44,96, j'utilise le fait que j'étais sur une personne brown, cheveux brun, les yeux noisettes. Okay, la valeur qui se trouve ici, c'est tout simplement N multiplié par la proportion des personnes, alors comment je vais noter ça, N I point, qui est la proportion des personnes qui sont brown dans la population, multiplié par la probabilité d'avoir les yeux noisettes. Donc j'ai mon N.J divisé par N. Donc là, je récupère les probabilités empiriques de type hazelnut, donc de type noisette, et l'autre, c'est la probabilité brown. Okay, donc je fais bien le produit des probabilités. Je dis que si jamais j'étais indépendant, ce que j'espère si jamais j'étais indépendant, ce serait ces grandeurs-là. Et donc je les récupère en disant je dois avoir l'indépendance entre les lois marginales, donc le produit des lois marginales multiplié par la taille. C'est vraiment ce qu'on teste ici. Okay. Petite observation, et c'est là que vient mon histoire de J-1, I-1 quand on a notre Ki2, c'est qu'on a une contrainte très très forte, c'est qu'en écrivant ça, on reste égal en termes marginal. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous regardez la somme, alors je vais juste prendre des bonnes couleurs, désolé, la somme de toutes les personnes de type Hazel, donc là avec les yeux noisettes, ça correspond à 93. Ok, pardon, c'est celui-là. Mais en fait, c'est exactement la même valeur que là. D'accord. Donc en fait, le test qu'on est en train de construire, c'est un test un peu particulier, c'est qu'on est en train de regarder à même taille de population, mais plus que ça, à même distribution marginale, c'est-à-dire avec les mêmes proportions dans chacune des classes, donc avec la même proportion de personnes qui sont avec les cheveux noirs, la même proportion de blonds, la même proportion de personnes qui ont les yeux noisettes, la même proportion de personnes qui ont les yeux verts. Okay. Qu'est-ce que je devrais avoir si jamais j'étais indépendant? Donc le tableau qui est construit ici, non seulement c'est les mêmes, ça correspond au même nombre de personnes en tout, donc on a même le même nombre d'individus globalement dans notre table. Donc c'est comment se seraient répartis les individus si jamais les variables couleur des yeux, couleur des cheveux étaient indépendantes. Donc on a les mêmes nombres de personnes, mais répartis différemment, avec des contraintes très fortes qui est qu'il faut que les comptages par ligne et par colonne soient identiques. Okay, donc c'est pour ça que ces tableaux sont assez particuliers. J'ai dans mes deux tableaux, j'ai les mêmes proportions, donc les mêmes fréquences empiriques, marginales, c'est-à-dire pour les couleurs des yeux d'un côté, pour les couleurs des cheveux de l'autre côté. Okay. Qu'est-ce que ça me donnerait si jamais les deux variables étaient indépendantes, sous la contrainte qu'ils ont les mêmes distributions marginales? Donc je devrais avoir la même proportion de personnes avec les yeux marrons, okay, dans mes données. Donc si jamais je regarde ma statistique de test, on peut regarder un petit peu, donc on tombe sur 138. Okay. Ce qu'on peut observer, c'est que si jamais je récupérais, encore une fois, je dois avoir une loi du Ki2, et on sait que c'est un Ki2 à 9 degrés de liberté. Ce qu'on peut montrer, c'est que le quantile à 95%, donc il y a 95% de chances d'être plus petit, il est à 16,9. C'est ce qu'indiqué ici. Donc on voit que cette statistique, elle est largement au-dessus de mon quantile. Okay. Et donc, on va rejeter H0. Donc, visiblement, le test nous dit la couleur des yeux et la couleur des cheveux ne sont pas indépendantes. Okay, mais c'est tout ce que ça nous dit. Ça ne nous dit pas plus. Là où c'est plus intéressant,
Et c'est pour ça que j'évoquais cette histoire de résidu tantôt, et ce que j'avais noté Z auparavant, que maintenant je note epsilon. Je suis désolé de changer de notation. Et donc, je regarde la fréquence empirique, la différence de fréquence empirique normalisée, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, je regarde ici à gauche le nombre observé en vrai. Ici, je retrouve mon NIJ. Et ici, je retrouve ce que je devrais avoir si jamais mes données étaient effectivement indépendantes. Okay, donc, on va essayer de les visualiser, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà mes résidus. Okay, donc, je les appelle résidus, tout simplement parce que la fonction R de chi-square, ça s'appelle des résidus. Et donc, je vous rappelle, si jamais effectivement j'ai indépendance, cette chose-là doit suivre à peu près une loi normale N0. Donc, il y a 95 chances sur 100 pour que ce soit compris entre moins 2 et 2. Donc, je vous ai fait ressortir un petit peu les valeurs un peu aberrantes qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on rejette notre hypothèse d'indépendance. Si vous regardez, en fait, pourquoi on rejette l'hypothèse d'indépendance, essentiellement à cause de quelques valeurs. Alors, encore une fois, je suis supposé sommer à 0. Donc, si jamais j'ai une valeur qui est importante, positive, je dois forcément avoir une valeur importante dans l'autre sens. Okay, je ne l'ai pas dit, mais la somme des epsilon doit être égale à 0. Okay, la somme des résidus est égale à 0, essentiellement parce que si la somme sur I et J des N, P, I, J chapeau va être égale à l'autre somme. Mais ça, c'est juste le fait que... Enfin, je vous laisse compléter, mais voilà, c'est juste que... tout ça, encore une fois, c'est toutes les contraintes qu'on impose dans la construction de nos tables attendues. Okay, on doit avoir ces contraintes qui sont vérifiées. Donc, la somme doit être égale à N. Et donc, forcément, la somme de tous ces termes doit correspondre à N. Okay, donc, la somme de mes observations dans le tableau de contingence observée versus espérée doit être égale à N. Donc, la somme des epsilon doit être égale à 0. Donc, si jamais j'ai une valeur importante positive, il y a sûrement pas mal de chances pour que j'ai des valeurs négatives. Et c'est ce qu'on observe ici. Il y a essentiellement deux valeurs positives importantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une forte association entre ces deux modalités. Il y a beaucoup de gens qui sont black, donc les cheveux noirs et les yeux sombres, marron. Okay. En tout cas, beaucoup plus que si jamais les deux variables étaient indépendantes. Et pareil, si jamais je regarde blond aux yeux bleus, ce sont deux variables qui s'associent beaucoup, voire encore plus en fait. Okay, la proportion qu'on a, elle est beaucoup trop grande. Okay, c'est ça que ça veut dire. Et forcément, ça se paye. Dans le sens où, de manière un peu réciproque, ces couleurs sont assez peu, les couleurs opposées sont peu associées. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui ont les yeux bleus et les cheveux noirs, et des personnes qui sont blondes avec les yeux noirs. Okay, donc on retrouve ces variables qui vont s'opposer. Il y a trop de personnes qui ont les cheveux black et qui ont les yeux brown, et au contraire pas assez qui sont black, qui ont les cheveux black avec les yeux bleus. Okay, donc on retrouve globalement, effectivement, j'en ai trop d'un côté et pas assez de l'autre. Mais ça pourrait se répartir uniformément, c'est ce que j'avais évoqué dans ma petite parenthèse sur les tests multiples auparavant. Okay, je peux très bien avoir une valeur qui est très importante en ensemble aidé, mais que ça se répartisse uniformément sur les autres. Okay, donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, en tout cas, pourquoi est-ce que je rejette l'hypothèse d'indépendance, et elle est assez intuitive, effectivement. J'ai beaucoup de personnes dans cette catégorie-là qui sont les blonds aux yeux bleus. Donc manifestement, c'est un peu à cause d'eux qu'on n'a pas notre hypothèse d'indépendance, et on l'observe sur ce petit graphique. Donc je vous ai mis ici mes deux tableaux. Observez ce que j'espère avoir sous hypothèse d'indépendance. Et effectivement, donc c'était les blonds aux yeux bleus. J'en observe 94 dans mes données. Si jamais c'était indépendant, je devrais plutôt en avoir 46. Et donc ici, vous avez la distribution de vos Z en fonction des différentes probabilités. Et on voit ressortir les valeurs positives importantes en bleu. Donc il y a beaucoup trop, le trop entre guillemets, un trop pour l'hypothèse d'indépendance, des personnes qui sont blondes aux yeux bleus. Donc les catégories bleues sont trop importantes et les rouges, au contraire, sont trop petites. Donc il n'y a pas assez de personnes qui sont blondes aux yeux marrons. Okay, donc c'est vraiment cette hypothèse d'indépendance qu'on peut faire ici. Je vais faire une petite pause, puis on revient juste après pour finir nos histoires de tests d'indépendance et de lois multinomiales.